Donc, Bernard Sananès, salut Bernard. Bonjour Stéphane. Expert des phénomènes d'opinion, mais chef d'entreprise. Aussi. Et alors, entrepreneur, donc président fondateur de l'Institut d'études ELAB. Et c'est une opération business, en fait, qui va nous permettre de parler du grand sujet du moment pour moi, c'est-à-dire comment parler de la crise du climat. Tu as décidé donc de rapprocher ton cabinet d'études, ELAB, d'un autre cabinet qui s'appelle LinkUp, accompagnement dans la construction et la communication des stratégies RSE. Alors raconte-moi un petit peu la démarche. À 7 ans et demi, ouais. Tu avais été le premier à m'inviter pour parler du lancement. Je m'en souviens très bien. Voilà. Et là, en fait, tu dis études, c'est vrai. Attends, juste parce que ça m'a... J'ai quitté le groupe Bolloré. Ouais, c'est ça. Pour des accords stratégiques. Ah bah voilà. Dis donc, comme quoi déjà. Voilà. Pardon, je referme la parenthèse. Et là, tu as parlé des études, et c'est vrai qu'on nous connaît souvent pour ça, et on est très fiers d'être identifiés sur les études. Et là, c'est un peu plus que ça. C'est un cabinet d'études et de conseils. Ouais. Conseil en communication. Et on a essayé d'inventer un nouveau modèle. Ce modèle, il repose un peu sur l'hybridation des deux, cette culture de l'opinion au service du conseil en communication. On a appelé ça le conseil objectivé. Ça, c'est ELAB, études et conseils. Et puis, il y a LinkUp. Attends, tu vas trop vite. Conseil objectivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça sort pas du jus de crâne d'un consultant. Pas seulement. C'est important, l'intuition. L'intuition, c'est très important dans tous les métiers du conseil, qu'ils soient juridiques, financiers, communicants. Mais on essaie d'objectiver, c'est-à-dire d'apporter des données. Je prends un exemple. On travaille sur une marque. C'est intéressant de se dire, c'est quoi aujourd'hui la photographie de l'image de cette marque, de ses concurrents. On travaille sur travailler pour des éléments de langage, comme on dit, des discours, etc. C'est quoi aujourd'hui l'état de l'opinion par rapport à ces sujets? Donc on essaie d'objectiver ces données d'opinion pour la communication. Et puis, il y a LinkUp. LinkUp, c'est un cabinet qui lui aussi est hybride. Il est hybride sur les stratégies RSE, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et la communication sur ces questions-là. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, modestement, humblement, à notre taille, c'est d'être un modèle original, j'allais dire doublement hybride, qui rassemble études... Ça devient compliqué dans le... Études. C'est vrai Non, mais c'est le doublement hybride. Oui. Alors hybride, tout simplement. Voilà. En tout Super cas, hybride, ouais, hybride. Qui est assez original sur le marché. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais bon... Mais études, conseil en communication, conseil en RSE. Tu poses une question fondamentale. C'est alors, démarrons avec les entreprises. Ouais. Je suis en contact, t'es en contact, etc. On parle que de ça toute la journée. Franchement, le greenwashing, c'est fini. On est d'accord? Complètement fini. Et j'ai presque à dire, aucune n'a plus envie d'en faire. Non. Le risque existe toujours. Alors peut-être à l'international. Moi, c'est vrai que je ne connais que les françaises, mais très franchement, tiens, hier, discussion avec le groupe Bell. Tu vois un peu la qualité, la force, la capacité des indicateurs. Ouais, laisse tomber. Mais je vais te dire, Stéphane, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le risque, il est presque inverse aujourd'hui. On a parfois, par soupçon de greenwashing, un peu honte de communiquer. J'étais hier à la remise des prix ProDurable, dans lequel notre nouvel associé LinkUp est partenaire de cette remise des prix. Il y avait la ministre Marlène Schiappa qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, bien sûr, il faut des entreprises engagées. C'est ça dont on parle, engagées pour l'environnement, engagées pour le social, engagées pour les territoires, il ne faut pas les oublier. Mais si on ne le dit pas, si on ne l'explique pas, les marques ont besoin de cet appui en communication. Et donc, il ne faut pas confondre la communication greenwashing, c'est-à-dire celle qui remplace l'action. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de grands retours de bâton et c'est bien normal. Et la communication qui se met au service de l'action comme un effet multiplicateur pour engager l'interne, pour engager les parties prenantes, etc. Et donc, il ne faut pas tomber au risque inverse. Donc, il faut être juste, il faut être sobre aussi dans la communication. Oui, mais alors, beaucoup de sobriété moi, ce que j'entends, c'est que c'est pratiquement presque plus l'heure de la communication. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces indicateurs RSE... Ils sont maintenant intégrés dans la communication financière, pratiquement. Justement, j'ai appris ça, le CFO de Bell, donc le directeur financier, est Chief Impact Officer. C'est lui qui, finalement, agrège, centralise les données RSE les plus importantes pour l'entreprise et qui les communique directement aux investisseurs, au marché. Point à la ligne. Les marchés, c'est une chose. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion du citoyen, l'opinion du salarié. Je vais prendre un exemple générique, je n'irai pas dans le détail. Une entreprise travaille sur son bilan carbone, ses émissions de carbone, de CO2. Et puis, elle a besoin de travailler sur la durée. Ça ne va pas se faire en 6 mois, en 15 jours. Comment vous expliquez à l'opinion, si vous ne communiquez pas,
Pourquoi ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans? Pourquoi c'est difficile? Comment vous n'expliquez pas sur quoi ça bute parfois? Parce que parfois, il y a des problèmes techniques, il faut changer les modes de production, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne communiquez pas et que vous dites juste « ça va prendre 10 ans », vous pouvez être sanctionné d'une certaine manière par l'opinion. Et donc, alors, je te rejoins sur un truc, c'est qu'en fait, il faut plus parler, à mon avis, aujourd'hui, d'engagement presque que de communication. Comment on engage, et c'est tout le sujet pour le gouvernement, on va sans doute en parler sur la sobriété énergétique, comment on engage à changer les comportements. Et la communication, c'est un levier, je pense, encore indispensable de tout cela. Alors, la communication, elle me pose un problème, et on reste du côté des entreprises. Non, parce que le sujet, en fait, le plus complexe, je trouve, c'est prendre la mesure. Jean Covici, là-dessus, est très bon quand il dit « faut en revenir aux chiffres ». Il faut en revenir, dit Jean Covici sans arrêt, aux ordres de grandeur. Les ordres de grandeur les plus importants ne sont pas forcément les plus populaires ou pas forcément ceux qui marchent le mieux dans l'opinion. Bien sûr. Donc le risque quand même, c'est de choisir des actions qui, tu vois ce que je veux dire, qui vont être très faciles à vendre, mais sans impact majeur. Oui, mais comme l'opinion devient de plus en plus informée sur ces questions, il ne faut pas sous-estimer. Non, il ne faut pas sous-estimer. Mais elle nous dit en même temps, ça c'est très intéressant dans ce qu'on regarde dans les enquêtes, elle nous dit, il y a un problème, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour agir réellement. Parce qu'on me dit de faire ça, mais d'autres me disent que finalement, il y a un effet retour, que c'est moins utile et tout. Et donc il y a cette demande qui s'adresse notamment aux entreprises, au pouvoir public, aux collectivités, mais aussi aux entreprises. Expliquez-nous quel est, nous, on appelle ça chez élèves, le chemin praticable. C'est-à-dire le chemin qui va permettre d'y arriver, mais qui ne nous fasse pas tomber d'un côté ou d'un autre parce qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Donc il y a un côté de pédagogie. Les entreprises, elles doivent être aujourd'hui les premières pédagogues de leur démarche environnementale. Mais oui, mais elles sont obligées d'être pédagogues de leurs intérêts. Allez, prenons ce truc de la voiture électrique. C'est super intéressant, la voiture électrique. Tu te rends bien compte que si tu soulèves le capot, c'est le cas de le dire, c'est très très compliqué en fait de savoir si tu fais du bien à la planète ou pas, enfin à la planète, au climat, enfin vous voyez bien ce que je veux dire. C'est très très compliqué de savoir si tu as un bilan carbone positif à la fin avec ta voiture électrique. Donc à un moment tu fais un choix, en fonction de ceci et de cela. Ce sont des notions qui vont se populariser au sens qu'elles vont devenir publiques. Elles vont devenir aujourd'hui des normes sociales. Les gens vont se dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va progresser dans la pédagogie de ça. Moi je ne suis pas un pessimiste sur ces questions-là. Alors je n'en suis pas un spécialiste, j'en suis un généraliste. Ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a d'ailleurs une très forte demande aujourd'hui de nous expliquer pas simplement pourquoi il y a des risques, évidemment, les gens ont compris. On reviendra sur ce qui s'est passé cet été parce que c'est très intéressant. Mais montrez-nous les pistes de réponse. Montrez-nous les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Tu en parlais en introduction. Vas-y. Beaucoup de gens disent il y a eu une prise de conscience cet été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette prise de conscience, elle existait déjà depuis 2-3 ans. On avait grosso modo 8 personnes sur 10 qui nous disaient il est urgent d'agir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'expérience. L'expérience, c'est que la prise de conscience, on voyait les images à la télé, on se disait, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est loin de nous. Là, on l'a vécu. On a vécu les nuits de canicule, on a vécu les orages, on a pour certains vécu les incendies. Et ce passage à l'expérience concrète, il a beaucoup changé les choses et il fait, notamment dans les études, que la préoccupation environnementale est maintenant en deuxième position, ce qui n'était pas le cas précédemment. Pas juste derrière, mais derrière la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, aujourd'hui, la première question de préoccupation des Français, et nettement, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Et quand on demande, vous êtes prêt à faire des efforts, mais à quelles conditions? La première réponse de l'opinion, c'est à condition que ces efforts soient justes et partagés. Voilà. Donc, en fait, les deux sujets se rejoignent. Comme le dit Macron, c'est orthogonal. Le problème, et tu mets le doigt dessus, c'est que toute action va coûter cher. Et voilà. Oui. Mais et toute action va coûter cher et il va falloir qu'on la paye. Bien sûr, c'est un sujet pour les entreprises. Ce sera un sujet, il y a eu un article d'un de tes confrères très inspiré sur cette question-là, y compris ça pose la question des marges des entreprises à terme, sur la durée. Peut-être que ces marges ne seront plus dans des niveaux qu'on a connus. Comment les marchés financiers vont réagir? Donc on voit bien qu'on est à un changement de modèle. Mais si, pour revenir sur ta question initiale, les entreprises ne communiquent pas, n'expliquent pas leur démarche, n'expliquent pas leurs contraintes. Moi, je dis souvent, on le voit par exemple en communication de crise. Les gens ont très bien compris que le risque zéro, en toute matière, je ne parle pas que de l'environnement, industriel, etc., ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on demande quand il y a une crise aux entreprises? Dites-nous ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et donc là, il y a ce sujet-là d'expliquer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas,
ce qui va coûter cher, ce qui va prendre du temps. Et la communication, encore une fois, peut être un accompagnateur. Oui, mais il s'est passé autre chose cet été. Cet été, il s'est passé, alors cette affaire, alors il paraît, juste, tiens, non, mais cette histoire, on fait une petite parenthèse, mesdames, messieurs, mais cette histoire d'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse avec des journalistes qui n'ont pas le droit de le citer, c'est étonnant. On va quand même très loin dans l'invention du bullshit, là, quand même. Hein. C'est-à-dire le faux off. C'est ahurissant. Donc, visiblement, il aurait dit, cette histoire de jet, c'est aussi efficace que la tête à Toto. Voilà. Cette histoire de jet, c'est-à-dire un été d'injonction morale permanente. Je ne sais pas si tu peux mesurer, d'ailleurs, l'effet sur l'opinion. À un moment, tu as envie de dire, mais ça me saoule. C'est-à-dire, comme tu le dis très bien, on a tous compris, les amis, on a tous compris ce qui était en train de se passer, et on a tous compris surtout qu'on n'avait pas la solution, parce qu'il faut être franc quand même. Enfin, la solution, elle est à l'échelle mondiale. Bon, bref, refermons la parenthèse. Mais il y a des solutions locales. Mais il n'y a pas que des solutions mondiales, il n'y a pas que des solutions lointaines. Mais si, Bernard. C'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon. Alors, je reviens sur cette question. Cette histoire d'injonction permanente, à un moment, il va falloir arrêter parce que ça va être contre-productif. Je ne vais pas être dans la morale, mais par contre, il y a une vraie attente à la fois d'exemplarité et il y a une attente de bon sens. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des jets privés, je vais prendre deux autres exemples. L'éclairage de grands édifices très tard le soir ou la nuit. Les gens se disent, on pourrait faire moins. Les gens ne disent pas, on pourrait couper, on pourrait faire moins. Il y a eu ce débat, et d'ailleurs les acteurs du commerce ont réagi assez vite, je crois, sur porte ouverte, la climatisation. Ça, c'est du bon sens. Oui. Et c'est de l'exemplarité. Oui. Porte ouverte, la climatisation, ok. Le jet privé, je ne porte pas de jugement, ce n'est pas le point de faire, mais c'est perçu par l'opinion comme un exemple. Maintenant, je suis persuadé, et là la communication joue, que quand Emmanuel Macron expliquera pourquoi il continue, pour des raisons de sécurité notamment, pourquoi certains dirigeants, y compris, n'ont pas d'autre choix, parfois, pas toujours, parfois, d'utiliser ce mode de transport, ils peuvent être entendus si ça apparaît comme juste. Voilà. Quand Emmanuel Macron va expliquer qu'il ne peut pas aller dans l'Eurostar pour aller à Londres parce que s'il doit parler à Poutine... Lui n'est jamais mis en cause. Je crois que c'est pas les jets des dirigeants politiques qui sont mis en cause. On se souvient, on se souvient tous François Hollande essayant de prendre le TGV avec un gendarme sous chaque pile de pont sur Paris-Marseille. Mais plus largement que ça, au-delà de cette question d'exemplarité, il y a la question de la mobilisation. Comment les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, réussissent à mobiliser les citoyens, les salariés, dans ce nouveau combat qui est partagé. Voilà. Et pour mobiliser, il faut d'abord dialoguer, il faut qu'on convainque effectivement qu'il y a des solutions, que les solutions sont les bonnes. Deuxièmement, il faut agir, c'est-à-dire que ces actions soient évaluées, qu'on puisse dire dans 6 mois ça va produire tel effet. Par exemple, la sobriété. La sobriété énergétique, je crois que tout le monde peut comprendre. Attends, juste avant la sobriété, je veux juste finir cette histoire de cet été, parce que ça s'est quand même transformé en feu sur les riches. Et donc, ta conviction, quand tu dis il faut que ce soit juste, le grand truc qui ressort de l'été, c'est, alors je ne sais plus combien, mais c'est en gros les 10% les salaires les plus élevés, les plus riches de France, polluent 2 fois plus que les 90% autres. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais si je résume, le jet privé est devenu l'ISF du climat. Ouais. Oh, voilà. C'est la même fonction d'exemplarité, de justice sociale. Il ne faut pas oublier qu'en France... Et donc, à un moment, il faut accepter de lâcher là-dessus, parce que... En France, près de 8 Français sur 10, 78% exactement, pensent que notre société est injuste. Voilà. C'est un constat. On peut trouver ça injuste, que les Français font ça, mais c'est factuel. Ce sentiment d'injustice, il est structurant aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans la société française. Le jet privé, c'est l'ISF du climat. Je t'ai coupé la parole alors que tu repartais. Non, je repartais sur comment on mobilise. On mobilise. Sobriété. Sa sobriété, le gouvernement va sans doute annoncer des mesures, des plans, etc. Il fait son travail. Mais comment il arrive à s'en prendre un ton moralisateur, à convaincre et surtout à mesurer ? Parce que l'exemple qui me vient comme ça, c'est on me dit de chauffer moins chez moi ou de rester moins longtemps dans ma douche. Si, pendant que je me douche, pour peu que j'ai une fenêtre sur l'extérieur, je vois que l'immeuble d'en face est resté allumé, je vais dire, vous êtes bien gentil, vous me demandez de me doucher moins longtemps, mais l'immeuble qui consomme beaucoup plus, voilà. Et donc, il y a ce sujet d'une mobilisation collective. La mobilisation collective, c'est pas ce qu'on réussit toujours en France. Certains me disent, on l'a réussi sur le Covid. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a réussi une mobilisation du cercle proche. On faisait attention, essentiellement, pour nous,
et pour nos proches. Voilà. Je pense que sur le climat, c'est autre chose et que le moment de la mobilisation collective est très important. Et donc, il faut des indicateurs. L'exécutif, le gouvernement doit pouvoir dire « ça fait 6 mois ou 3 mois que nous vous avons demandé des efforts, voilà les résultats ». Si je n'ai pas l'impression que je fais des résultats, c'est comme quand je cours le marathon, c'est pas mon cas. Si à la 10e tentative, je vois que je ne progresse pas, à un moment, je vais me décourager. Ouais. Voilà. Donc j'ai besoin de mesurer que les efforts qu'on me demande sont suivis de résultats. Mais on va le voir, en fait, Bernard. Moi, J'espère. non, parce que, alors, autant je suis beaucoup plus pessimiste que toi sur la solution globale, autant là. Donc, enfin, je l'ai déjà beaucoup raconté sur ça, parce que cette séquence me passionne. Donc, c'était, je ne sais plus quand, janvier. À un moment, RTE nous a demandé de faire un effort particulier un matin. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Alors, c'était sur 2 séquences. Première séquence et la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, la France, collectivement, a fait baisser sa consommation une des tranches de Fessenheim, 900 MW. Ouais. Bon. Est-ce que tu ne crois pas que justement, là, on aura... RTE, à un moment, va nous dire, les amis, là, dans 2 jours, il faut vraiment que tous on serre les fesses. On va tous serrer les fesses. Oui, bien Et sûr. on va se rendre compte que ça va bien se passer. Bien sûr, sauf qu'on reboucle là avec le sujet des prix et du pouvoir d'achat. Parce que si on me dit, et franchement, c'est pas pour faire une deuxième formule. Vas-y. Si on me dit, chauffez moins, payez plus, là, je vais dire, il y a un petit problème. Voilà. Et le risque, et c'est un risque politique, clairement, le risque de gilet jaunisation, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Dans l'opinion, je pourrais y revenir si tu le souhaites. Bien sûr. Le risque, c'est ce hiatus entre chauffer moins, payer plus. C'est qu'à un moment, on demande des efforts, et je suis comme toi, je pense que beaucoup de gens sont prêts à les faire, même si 4 Français sur 10, 38% exactement, pensent qu'ils sont déjà au maximum des efforts qu'ils peuvent faire. En termes de sobriété En termes de énergétique. sobriété. Pourquoi ? Parce que la restriction, ils l'ont connue l'hiver dernier. On a déjà diminué un peu son chauffage. Quand on se chauffait au fioul, par exemple, dans les zones rurales, on le voyait très nettement dans les enquêtes. Et donc, si on me demande de faire plus, mais en même temps d'avoir une facture qui augmente de 10, 15 ou 20%, même si... Mais on n'a pas... Alors, la question, Bernard, on n'a pas conscience collectivement que les prix de l'énergie nous échappent et que le gouvernement n'y est pour rien. Alors, et qu'à un moment, il ne peut pas non plus continuer à payer l'électricité de tout le monde. Donc, pour l'instant, dans ce qu'on a en photographie de l'opinion, nous sommes le 14 septembre, on a une opinion qui ne rend pas responsable le gouvernement, mais qui, pour autant, en grande partie, le juge presque impuissant. C'est-à-dire qu'on a une opinion partagée entre ceux qui disent à peu près 4 sur 10, les mesures sont insuffisantes, mais elles vont quand même dans le bon sens, et ceux qui disent, de toute façon, ça ne changera rien parce que ma situation est trop difficile. Voilà. Et le couplage de ces deux, je ne vais pas dire injonction, mais en tout cas, ces deux aujourd'hui enjeux que sont l'écologie et le pouvoir d'achat, la fameuse fin de mois, fin du monde, voilà, il est vécu dans le quotidien de beaucoup de Français. Sauf que, tu me disais, tout geste sur le prix de l'essence a un effet immédiat sur l'opinion. Tout à fait, on le voit bien. Nous, on a un indicateur de fin de mois. On demande aux gens comment ils bouclent leur fin de mois, sereinement ou pas sereinement. Et on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, ça se détend un peu. On a encore près de plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois sereinement. Voilà. Donc ça reste très tendu, mais on voit que l'effet est immédiat. Pourquoi ? Parce que le passage à la pompe, c'est pour beaucoup de Français 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, donc l'effet est immédiat. Il y a quand même une contradiction là, fondamentale, je ne sais même pas comment on va la résoudre un jour, c'est d'où mon relatif pessimisme, entre... Je veux continuer à rouler autant, finalement, c'est ça le sujet. Alors oui, je ne peux pas faire autrement, il y en a combien qui ne peuvent pas faire autrement, j'en sais rien, mais je veux continuer à rouler autant et pas à payer plus, et voilà. Oui, alors quand je peux rouler moins parce que j'ai une solution alternative, parce qu'il y a le train... Elle est utilisée, ça, il y a une conscience là-dessus. On voit qu'il y a une évolution des comportements. Mais quand vous êtes en zone rurale ou semi-rurale et que pour amener le garçon ou la fille au lycée, il faut prendre la voiture, parce que pour aller au foot le samedi ou pour aller au bowling, au cinéma, il faut prendre la voiture, à ce moment-là, on me demande une restriction. Donc il faut aussi la connaissance de l'opinion, si on reboucle à notre sujet du départ et à notre démarche. Oui, bien sûr. C'est aussi de se dire... Derrière, parfois ça nous arrive de faire des raccourcis, de dire 75%. 75% de Français pensent que. Mais il faut comprendre comment, derrière ces 75%, les opinions sont structurées. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, la variable la plus structurante, c'est celle de la fin de mois. Celle qui explique le plus les Ce qui veut dire que... Parce que les économistes, moi je ne veux pas dire les économistes en chambre, les économistes, ils amènent des solutions d'économistes et après le politique tranche. Les économistes disent tous, c'est le signal prix. Oui. Le seul qui nous permettra de modifier nos comportements. Oui. Bernard Sananès nous dit le signal prix est impossible à mettre en œuvre
aujourd'hui en France. Pour une grande partie de la population, je ne parle même pas de l'opinion, pour une grande partie de la population, s'il était brutal, s'il n'était pas contrebalancé par des mesures de justice sociale, il serait quasiment impossible à mettre en place. Et tu comprends pourquoi ils ont renoncé, là, pardon, c'est de la politique politicienne, mais tu l'as fait aussi remarquablement bien. Merci. J'ai toujours pas compris la séquence, donc là encore de l'été, de dire ristourne pour tout le monde. Alors que l'État a une idée très très claire de mes revenus. Pourquoi est-ce qu'il m'accorde une ristourne au même titre qu'un smicard ? Franchement, ça m'échappe. Oui, alors, surtout que quand on lit les experts économiques, ils nous disent que des mesures ciblées auraient beaucoup plus d'effets. Évidemment, voilà. évidemment. Alors, moi, j'entends parler de raisons techniques, mais je ne saurais pas justifier. Ça aurait mis beaucoup de temps. Voilà. On va se contenter de cette explication. Bercy qui fait la retenue à la source. Qui a été un vrai succès. Oui, et donc, il y a parfois des ils réformes... ont une connaissance très très fine et quasiment quotidienne de mes revenus. Mais si tu veux bien, on a le temps là, on a 30 secondes, mais oui, on s'arrête est bien là-dessus parce que prélèvement à la source, beaucoup de gens disaient ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça a marché ? Ça a marché parce que ça a été pris en avance. 4 mois, 5 mois avant, on nous a dit ce qui allait se passer. Et deuxièmement, ça a marché parce qu'on m'a dit, non pas la réforme, voilà ce qu'elle va faire, mais on va vous dire, pour moi, on nous a envoyé des feuilles de paye, on avait fait des hypothèses, des simulations. Voilà. Et ça, si on parle des retraites, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui. Le sujet, c'est que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire une réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle changerait ? Pour moi, le simulateur, on s'en souvient, ça avait été un objet du débat politique, c'est très compliqué. Les gens n'ont pas envie de savoir, ils s'intéressent à la réforme globale, mais on s'intéresse très vite à ce que ça change pour mon quotidien. Pour soi, ouais, tout à fait. Donc, pour finir, parce que c'est quand même les entreprises qui seront les principaux clients de nous avons cette deux nouvelle types de union. clients, les entreprises et les acteurs professionnels. Parce que sur l'aspect du conseil, les fédérations professionnelles... Ah oui, d'accord, oui, voilà, oui, parce bref, le monde du business. Mais quoi. je le précise quand même, pour ne pas être en conflit d'intérêts avec les politiques, il nous arrive très rarement de faire des sondages politiques, mais nous ne faisons pas de conseils politiques. Voilà. Mais, je retiens ton message, ce avec quoi tu avais commencé, très intéressant. N'arrêtez pas de communiquer sur le sujet. Alors, je vais redire dans les deux sens, c'est-à-dire, continuez à vous engager, à être... Nous, on parle d'entreprise contributrice. Voilà. Comment vous montrer que vous êtes engagé, que vous êtes sincère, et communiquer pour le dire. Si vous ne faites que communiquer sans continuer à démontrer, à faire la preuve de l'utilité. D'autant que je pense que le moment va un peu changer pour les entreprises. Je crois, moi, que les entreprises ont un peu mangé leur pain blanc dans l'opinion. Elles ont gagné beaucoup en popularité sous l'impact du Covid. C'était très net. Voilà. Et là, on va leur demander, face à un moment de crise, finalement... Non pas qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites de plus ? Est-ce que vous en faites assez ? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour le pouvoir d'achat, pour le climat ? Et donc, les entreprises vont être surveillées, on va dire, et donc elles ont besoin d'expliquer. Merci Bernard. Merci Stéphane.